Histoire du Montana, été 1880. Le territoire du Montana, durant l'été de 1880. Le vent sec transportait de la poussière et des rires. Les deux brûlaient de la même manière. Elle riait encore. Francesca Holloway se tenait près du poteau d'attache, devant le magasin général. Ses mains étaient cachées dans son tablier. Sa mâchoire était tendue. Elle observait le groupe de femmes, de l'autre côté de la rue. Des épouses de ranchers plus jeunes, toutes. Elles caquetaient comme des poules, devant la boutique de chapeaux. Elle pouvait les entendre, même par-dessus le grincement des roues de chariot. Même par-dessus le martèlement lointain, venant de la forge. Vit-elle toujours seule là-bas ? Dit l'une d'elles. Elle ne baissa pas la voix. 42 ans, et pas une âme pour réchauffer son lit. Sauf cette chose qu'elle appelle un chien. Le regard de Francesca ne bougea pas. Elle avait entendu pire. Elle avait survécu à pire. La mort de son père. La fièvre qui avait emporté sa mère. L'homme qu'elle pensait qui resterait, parti au Nebraska. Marié en moins d'1 an. Puis des années de soins, pour ses jeunes sœurs. 2 enfants après cela. La sœur mourut en donnant naissance au 3e. Le garçon et la fille avaient grandi. Partis vers l'est. Ils lui avaient laissé leurs dessins d'enfants sur le mur, et le silence du matin. Elle vivait seule maintenant, à la lisière de la ville. Elle gérait sa petite ferme, avec des mains calmes. Elle cultivait des légumes, vendait des œufs. Elle avait ses livres, ses routines, son chien. C'était suffisant. Jusqu'à aujourd'hui. Madame, appela une voix, grave et calme. Elle se retourna. Il descendait d'un hongre alezan, grand et bronzé par le soleil, probablement dans la mi-vingtaine. Sa chemise collait à lui, là où la sueur avait assombri le coton. Ses cheveux bouclaient légèrement, aux extrémités, sous son chapeau. « Je crois que ceci vous appartient, » dit-il. Il tenait un panier tressé. Le sien. Elle l'avait laissé sur le comptoir du magasin, dans sa hâte de partir. « Merci, » dit-elle. Elle tendit la main pour le prendre. Ses doigts effleurèrent les siens. Il sourit. Pas moqueur, pas poli, chaleureux, comme s'il la voyait. « Je suis Callen Eastwood, » dit-il. Il toucha son chapeau. « Je viens de prendre du travail au Ranch Rancho. Je suis en ville depuis 1 semaine. » Elle hocha la tête, incertaine de quoi dire. La plupart des hommes de son âge la regardaient à peine, sauf quand elle leur tendait des pièces. « Je vous ai vu, » ajouta-t-il. Puis il fit une pause. « Vous venez en ville le vendredi, pour les provisions. Observez-vous les habitudes d'achat des gens ?» demanda-t-elle. Elle leva un sourcil. Son sourire s'élargit. « Seulement les vôtres. » Elle cligna des yeux. Il semblait sérieux, mais pas lourd. Il y avait une lumière dans ses yeux qui rendait sa poitrine trop serrée. « Êtes-vous toujours aussi direct avec les étrangers ?» demanda-t-elle. Sa voix était calme. « Seulement quand ils oublient leur panier, » dit-il. Cela la fit sourire. Malgré elle. Il hocha la tête vers la route. « Si vous retournez vers la propriété Holloway, je chevaucherai à vos côtés, pour donner de l'exercice à mon cheval. » Elle hésita. « Vous connaissez ma propriété ? » Tout le monde en ville connaît votre propriété, dit-il. Vous cultivez les meilleures carottes. Grosses comme le bras d'un bébé, a dit quelqu'un. Elle laissa échapper un rire bref. Ce quelqu'un était probablement le vieux monsieur Tillet. Il exagère tout. Callen remonta en selle. Eh bien, Madame Holloway, puis-je vous escorter, vous et votre panier, chez vous ? Sa poitrine se serra à nouveau, d'une manière qui la faisait se sentir stupide. Mais elle hocha la tête. D'accord. Ils chevauchèrent côte à côte. Elle sur sa vieille jument, lui sur son cheval plus jeune. Le soleil descendait assez bas, pour projeter de longues ombres sur la route poussiéreuse. Il posait des questions. Pas le bavardage habituel. Il voulait savoir quel livre elle aimait, quelles fleurs elle cultivait. Si les rumeurs étaient vraies, sur sa tarte aux pommes, qui serait la meilleure du comté. Ils exagèrent ça aussi, dit-elle. J'en doute. Ils atteignirent sa ligne de clôture, avant que le silence ne devienne assez long pour être gênant. Il ralentit son cheval quand elle s'arrêta à la porte. « Eh bien, » dit-elle, « merci pour la compagnie. » Il avait l'air de vouloir dire plus, mais il hocha simplement la tête. « De rien. » Elle le regarda partir. Son cœur était troublé. Cela faisait longtemps qu'un homme ne l'avait pas regardé comme ça. 2 jours plus tard, il revint.
cette fois avec une bride cassée à la main et un air penaud. « Je pense que je pourrais emprunter votre poinçon à cuire ?» demanda-t-il. Elle leva un sourcil. « Avez-vous cassé cette bride, juste pour avoir une excuse pour visiter ?» Il soutint son regard. « Peut-être. » Elle le laissa entrer. Les visites commencèrent après cela. Toujours avec une raison, jusqu'à ce que les raisons n'aient plus d'importance. Il l'aida à transporter du foin de la grange au hangar. Il répara la marche du Porsche. Il passa ses doigts le long de sa clôture usée et dit « Je pourrais réparer ça pour vous, si vous voulez. » Et pendant tout ce temps, la ville chuchotait. « Pense-t-elle qu'il est sérieux ?» disait-il. Elle devrait savoir mieux. Il pourrait avoir n'importe quelle fille, 2 fois plus jeune qu'elle. Mais Callen revenait toujours. Et Francesca continuait à faire semblant de ne pas l'attendre. Un après-midi, elle le trouva dans son jardin. Il était agenouillé dans la terre, persuadant un plant de tomates têtu de se tenir debout. Il leva les yeux vers elle et sourit. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-elle. Sa voix était douce. « Pourquoi pas ? » « Parce que les gens sont cruels, et vous êtes jeune. »« J'ai 25 ans. » Elle détourna le regard. « Je sais ce que je veux, » dit-il. Elle rencontra ses yeux. Il se leva lentement, comme s'il ne voulait pas l'effrayer. « Je n'ai pas peur d'eux, » dit-il. « Je n'ai pas peur de ce qu'ils disent. »« Vous devriez. » Il fit un pas de plus. « En avez-vous » Elle ne répondit pas. Son cœur était trop bruyant. Il toucha sa main. Juste un effleurement. Elle le sentit dans chaque centimètre de sa peau. Elle recula. « Je ne peux pas, » dit-elle. Il hocha la tête et partit, sans un autre mot. Cette nuit-là, elle se tint à sa fenêtre. Elle regarda l'obscurité s'installer. Ses mains étaient serrées à ses côtés. Le lendemain, il ne vint pas. Ni le jour d'après. Elle se dit que c'était mieux ainsi. Jusqu'au 3e jour, quand un coup vint à sa porte. Elle ouvrit et trouva Myriam. La veuve de 2 fermes plus loin. Elle était pâle et les yeux affolés. « C'est Callen, » dit-elle. Il a été jeté de son cheval, en dressant un nouveau poulain. Il ne s'est pas réveillé. Ils disent qu'il pourrait ne pas s'en sortir. Francesca ne réfléchit pas. Elle courut simplement. Quand elle atteignit le ranch Rancho, elle poussa les ouvriers. Elle le trouva allongé dans une petite pièce arrière. Son visage était ensanglanté. Sa respiration était irrégulière. Elle s'assit à côté de lui, prit sa main et chuchota « Idiot ». Il ne bougea pas. Elle resta toute la nuit. Et le matin, quand ses yeux s'ouvrirent enfin, la première chose qu'il vit, c'était elle. Elle se pencha en avant. Des larmes coulaient sur ses joues. « Tu es venu » croassa-t-il. « Je n'ai jamais cessé de le vouloir » dit-elle. Il sourit. Faible, mais réel. « Alors reste. » Et elle resta. La première fois que Francesca vit Callen marcher à nouveau, c'était au crépuscule. Les champs derrière sa maison étaient dorés d'orge. Il vint lentement. Il s'appuyait plus lourdement sur la canne qu'elle n'aimait. Mais il était debout. Son bras gauche était encore attaché près de ses côtes. Ses yeux portaient l'ombre de la douleur. Mais ils étaient clairs, déterminés. Elle écossait des pois sur le porche. Le vieux chien était enroulé à ses pieds. Elle leva les yeux et ne parla pas. Lui non plus. Pas jusqu'à ce qu'il atteigne les marches. « Es-tu toujours en colère, que je sois tombée de ce maudit cheval ?» Elle posa le bol et se leva. « Je suis en colère que tu n'aies pas laissé quelqu'un d'autre le dresser. Je l'aurais fait, si j'avais su que cela m'amènerait dans ton lit. » Son souffle se coupa. Il fit le dernier pas. Il se tint devant elle. Plus grand, même avec la boiterie. Ses doigts touchèrent l'ourlet de son tablier. « Je me souviens de tout ce que tu as dit, quand tu pensais que je ne pouvais pas entendre. J'avais peur que tu meures, » chuchota-t-elle. « Et j'avais peur que tu ne sois pas là quand je me réveillerais. » L'air sentait la terre sèche et le trèfle doux. Un faucon tournoyait, haut et silencieux au-dessus d'eux. « On m'a offert une cabane de montagne, » dit-il. « Rancho veut quelqu'un au nord de la crête, pour surveiller le bétail en automne. » Elle croisa lentement les bras. « C'est à 3 heures d'ici. »« Je sais. » Il laissa le silence s'installer. « J'ai refusé. » Elle hocha la tête une fois. Elle ne faisait pas confiance à sa voix. « Je ne voulais pas être si loin de tes carottes, » ajouta-t-il. Et sa bouche tressaillit, contre sa volonté. Elle descendit sur l'herbe. Elle se tenait maintenant assez près, pour voir la cicatrice guérissante sur sa tempe.
Il la regardait calmement. « Je n'avais jamais prévu ça, dit-elle. Moi non plus. Je ne suis pas sûre de savoir comment le planifier maintenant. Nous n'avons pas à le faire. Tu dois juste me laisser rester. » Elle tendit la main vers le haut, toucha le col de sa chemise, où il s'était légèrement effiloché au bord. « Il y a eu des lettres, dit-elle, de ma nièce à l'Est. Elle a une famille maintenant. Elle m'a invitée à vivre avec eux. » Sa mâchoire bougea. « Allez-vous y aller ? » J'y ai pensé. Quand tu étais blessée, je pensais que je pourrais. Et maintenant ? Elle leva les yeux vers lui. La lumière du soleil capturait le gris à ses tempes. « Maintenant, je préférerais rester dans un endroit où quelqu'un veut réparer ma clôture. » Il se pencha alors en avant, lentement et sûrement. Son front reposa sur le sien. « Je veux te construire une nouvelle clôture, » chuchota-t-il. « Et une cuisine avec une fenêtre au-dessus de l'évier. Peut-être une balançoire de porche. » C'est ambitieux pour un homme qui ne peut pas lever son bras gauche. Il rit doucement. « Je guérirai. » Ils restèrent ainsi, jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les collines. Quand il l'embrassa, ce n'était pas urgent. C'était constant, comme une promesse, prononcée sans mots. Plus tard, quand les lanternes étaient allumées et qu'elles cousaient près du feu, il apporta une brassée de bois fendu. Il l'empila à côté du foyer. Il se déplaçait plus lentement qu'avant. Mais il se déplaçait, comme s'il appartenait à cet endroit. « Je peux aider à la récolte, » dit-il. « Si tu me laisses. »« Je le ferai. » Il s'assit à côté d'elle, assez près pour que leurs genoux se touchent. « Ce sera difficile pour eux de continuer à chuchoter quand ils me verront réparer ton toit. » Elle ne leva pas les yeux de ses poings. « Ils trouveront autre chose. Ils le font toujours. » Il haussa les épaules. Rit. Elle lui jeta un coup d'œil. L'aiguille s'arrêta dans l'air. « Pourquoi moi ?» Il n'hésita pas. « Parce que tu ne recules pas devant les tempêtes. Parce que tu lis plus que la plupart des hommes que je connais. Parce que tu m'as regardé, comme si je valais ton temps, quand j'étais juste un étranger te tendant un panier. » Elle posa sa couture. « Tu ne te sentais pas comme un étranger. »« Non, » dit-il. « Toi non plus. » Cette nuit-là, elle laissa sa porte ouverte derrière elle, quand elle alla se coucher. Il suivit. Il apporta la chaleur de sa main, à la courbe de son dos, le souffle de sa respiration, contre son cou. Ils ne parlèrent pas. Le vent dehors faisait grincer les volets. Mais à l'intérieur, il n'y avait que le son de deux personnes trouvant quelque chose qu'elles avaient cessé de croire être fait pour elles. Le matin, il était déjà dehors. Avec un marteau emprunté, il mesurait son porche pour une balançoire. L'orge avait été coupée et rassemblée, empilée en gerbes soignées à travers le champ arrière. Quand Francesca trouva Calène dans le pâturage nord, penchée sur une charnière rouillée de l'ancienne porte du poulailler. Sa chemise était humide dans le dos. Le soleil avait approfondi les taches de rousseur sur ses bras. Il ne l'entendit pas approcher, jusqu'à ce que ses bottes pressent dans l'herbe cassante derrière lui. « Tu perds ton temps avec cette chose, » dit-elle. « C'est cassé, depuis avant la fin de la guerre. » Il leva les yeux, essuya la saleté de ses doigts. Alors ça a attendu assez longtemps pour être réparé. Elle s'accroupit à côté de lui. Ses genoux protestèrent, comme il le faisait quand le temps changeait. « Aimes-tu toujours réparer des choses dont personne d'autre ne se soucie ?» Il essuya ses mains sur son pantalon. « Je n'aime pas le gaspillage. Et je n'aime pas voir quelque chose de bon pourrir. » Elle expira lentement, observa son profil, pendant qu'il étudiait à nouveau la charnière. « Tu n'es pas rentré à la maison hier soir, » dit-elle. Doucement, mais fermement. Il ne tressaillit pas. « J'ai aidé à ramener un veau égaré aux enclos ranchos. Ça a pris plus de temps que prévu. J'ai dormi dans le dortoir. Tu aurais pu envoyer un mot. »« J'aurais pu, » dit-il, les yeux toujours sur la charnière. « Mais je pensais, peut-être que tu voulais une nuit sans moi dans tes pattes. » Elle se leva, essuya la paille de son tablier. « Tu ne prends pas beaucoup de place. » Il leva alors les yeux, protégea ses yeux du soleil. « Tu le penses ? Je ne t'aurais pas demandé de rester, si je ne le pensais pas. » Il se leva avec précaution, favorisant moins sa jambe qu'il ne l'avait fait la semaine dernière. « Je ne pensais pas que tu étais du genre à t'inquiéter. »« Je ne le suis pas, mais je ne suis pas non plus en pierre. » Il s'approcha. Sa voix était plus basse maintenant. «
Quelque chose s'est passé. Elle hésita. Madame Yarrow est passée. Sans invitation. Elle a laissé un pot de confiture de prunes et une liste de raisons pour lesquelles je devrais avoir honte. Il fronça les sourcils, les lèvres serrées. Que as-tu dit ? Je n'ai rien dit. J'ai pris son pot et j'ai fermé la porte. Il resta silencieux. Puis il regarda au-delà d'elle, vers les collines. Je pourrais lui parler. Non, dit-elle rapidement. Ne le nourris pas. Ça brûlera plus vite si nous ne lui donnons pas d'air. Il la regarda un long moment, puis hocha la tête. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sous le peuplier près du puits, Callen tenait 2 tasses en étain d'eau. Il lui en tendit une, sans parler. Elle but, puis s'appuya contre le tronc d'arbre. « Je n'ai jamais pensé que je devrais m'expliquer à quelqu'un à nouveau, dit-elle. Tu n'as pas à le faire, répondit-il. Je sais, mais le monde n'est pas gentil, avec les femmes qui arrêtent de demander la permission. Il remua la terre près de sa botte avec une brindille sèche. Il n'est pas gentil non plus avec les hommes qui suivent leur propre carte. « Que as-tu laissé derrière ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Le vent remua l'herbe, apporta l'odeur de la terre retournée. « Le ranch de mon frère, dit-il finalement, près de Livingston. Il le dirige comme un poste de général. J'ai toujours pensé que je resterais et aiderais à élever ces garçons. Mais il n'aimait pas que je fasse les choses à ma façon. Quelle façon est-ce ? Il la regarda, plus lent, plus calme, réfléchi. Elle hocha la tête. C'est une bonne façon. Il s'appuya sur ses coudes, étendit ses jambes. Il dit « Je perdrai du temps avec des livres et des poteaux de clôture usés. Il m'a dit de grandir. Et ici je pensais que tu étais trop jeune pour être sermonné sur le fait de grandir. J'ai été vieux dans ma tête depuis mes 10 ans, dit-il, avec un demi-sourire. Elle leva le menton. Alors nous sommes bien assortis. Ils s'assirent sans parler. Le genre de silence qui ne pressait pas ou ne demandait pas à être rempli. Quand la lumière commença à s'adoucir, projetant de longues lignes à travers la cour, Callen se leva. Il lui offrit sa main. « Je pensais, dit-il, à propos d'ajouter un appentis au fumoir. Tu pourrais y suspendre des herbes, peut-être empêcher les oignons de germer si vite. » Elle prit sa main et se leva. « Prévois-tu de rester tout l'hiver ? Si tu veux de moi. » Elle ne répondit pas avec des mots, prit seulement les tasses vides et marcha vers la maison. Elle savait qu'il suivrait. À l'intérieur, elle trouva son dé à coudre sur le rebord de la fenêtre, et le panier de couture, où elle l'avait laissé. Il prit sa place habituelle près du poêle. Il déplia les plans qu'il avait dessinés pour l'appentis sur un morceau de sac de nourriture. Pendant qu'elle cousait un ourlet déchiré, elle lui jeta un coup d'œil. « Callen, si je t'épousais, abandonnerais-tu vraiment le dortoir ? Et la ligne de crête ? Et tout le reste ?» Il ne leva pas les yeux. « Je l'ai déjà fait. » Elle hocha lentement la tête. « Alors je suppose que je devrais dire oui. » Il posa le papier, vint à elle, s'agenouilla à côté de sa chaise. « Es-tu sûre ? » « Je suis fatiguée de m'expliquer, » dit-elle. « Mais ça ne me dérangerait pas de t'expliquer. » Il embrassa sa main, puis son poignet. Son toucher était révérencieux et sûr. Dehors, le vent changea. Une paire de tourterelles se posa sur la ligne de clôture, silencieuse et proche. Et à l'intérieur, avec le feu réchauffant les planches et la lampe projetant sa douce lumière, Francesca Holloway cessa de se défendre contre le monde et commença à construire quelque chose de nouveau avec lui. La neige arriva tôt cette année-là. Elle tomba en flocons épais et humides avant la fin de septembre. Elle collait aux rails de clôture, se pliait dans les plis du manteau de Francesca quand elle quitta le porche. Le ciel pendait bas et couleur éteint. Le souffle des chevaux fantômes dans l'air froid quand elle passa devant l'enclos. Callen fendait du petit bois sous l'abri. La hache montait et descendait, dans un rythme qui correspondait au doux murmure de la neige qui tombait. Un pot de ragoût pendait au-dessus du feu extérieur. L'air sentait le romarin et la fumée. « Je ne m'attendais pas à tant de neige si tôt », cria-t-elle par-dessus le vent. Il fit une pause, s'appuya sur le manche de la hache. « Moi non plus. Mais j'ai pensé que tu préférerais avoir chaud plutôt qu'être surprise. » Elle essuya la neige de ses manches. « Tu penses plus à l'avance que la plupart des hommes 2 fois ton âge. » J'ai dû,
dit-il. En grandissant, mon frère ne planifiait jamais rien. J'en ai eu assez de nous sortir des ennuis. Elle s'approcha. L'ourlet de sa jupe était humide, de la neige qui dérivait. Tu ne parles jamais beaucoup de ta famille. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mon père est mort, avant que je puisse monter un cheval droit. Ma mère a suivi 2 hivers plus tard. Après ça, c'était juste mon frère et moi, sur un lopin de terre trop petit pour faire pousser autre chose que du ressentiment. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle attrapa juste une bûche fendue et commença à l'empiler soigneusement dans la caisse à côté de lui. Il jeta un coup d'œil à ses mains. « As-tu jamais pensé à laisser cet endroit derrière toi ?» « Une fois, dit-elle, l'année après la mort de ma sœur. J'ai pensé emmener les enfants à l'Est. Peut-être recommencer. Mais je ne pouvais pas me résoudre à quitter la terre. Elle contient trop de ce que j'ai déjà perdu. » Kalen hocha la tête. Ses yeux suivaient le bord du pâturage, où la neige couvrait maintenant la clôture en fil de fer. « Ta nièce écrit toujours. De temps en temps. Son plus jeune vient d'apprendre à épeler son nom. Elle en est fière. » Il essuya son front avec le dos de son poignet. « Penses-tu parfois à lui répondre avec nos nouvelles ?» Francesca regarda vers la maison. Les fenêtres brillaient d'un or doux. La cheminée chuchotait de la fumée dans le ciel. « J'ai attendu que ça semble réel, » dit-elle. Il posa la hache de côté, s'approcha. Son souffle se bouclait chaud entre eux. « Ça me semble réel. » Elle tendit la main vers le haut, toucha son col, essuya un flocon qui n'avait pas encore fondu. « Tu as rendu cet endroit vivant à nouveau. » Il prit sa main, la tint doucement entre les siennes. « Je voulais être plus qu'un simple endroit où nous vivons. Je veux que ce soit un foyer. Alors faisons en un. » Cette nuit-là, ils rapprochèrent la table du feu. Il avait sculpté une série de crochets pour sécher les herbes. Elle suspendit la dernière sauge et le thym de l'été. La maison sentait le ragoût et le pain. Le vent claquait aux fenêtres en rafales courtes et sèches. Pendant qu'ils mangeaient, Kalen sortit une page pliée de son manteau. Il la glissa sur la table. « J'ai trouvé ça dans le vieux grand livre. C'est une carte du ruisseau arrière. Montre une source près de la crête. » Francesca la déplia soigneusement. « Je n'ai pas vu ça depuis des années. Je pensais, au printemps, nous pourrions dégager le chemin à nouveau. Peut-être construire un 2e enclos là-bas. » Elle étudia les lignes. Son doigt traçait les vieilles marques. « Il y a de la menthe sauvage qui pousse le long de ce ruisseau. Ma mère l'accueillait pour le thé. » Il l'observa un moment. « Nous pourrions en planter plus. Dis-moi ce que tu veux. Je m'en occuperai. » Elle posa la carte de côté, tendit la main sur la table. Sa main se ferma autour de la sienne. « Ce que je veux est déjà ici. » Plus tard, alors qu'il se tenait à la fenêtre, regardant la neige s'approfondir, elle s'appuya contre lui. Sa tête reposait juste sous son épaule. « Je pensais autrefois que le monde m'avait déjà dépassé, » dit-elle. « Que toutes les bonnes choses étaient venues et parties. Et maintenant ? Maintenant je sais qu'elles attendaient juste. » Il la tourna doucement, ses mains chaudes à sa taille. « Nous ferons nos propres saisons ici, Francesca. Personne d'autre ne peut décider ce qui nous est permis. » Elle l'embrassa alors, lentement et sûrement. La lumière du feu projetait leurs ombres, longues et proches sur le plancher de bois. Dehors, la neige continuait de tomber, silencieuse et constante. À l'intérieur, la maison gardait sa chaleur. Et entre eux, sans fanfare ni peur, une vie se construisait. Un feu, un hiver, une promesse, à la fois. Jusqu'à fin février, le gel s'était installé profondément dans le sol. Le ruisseau derrière la grange tenait une couche de glace, assez épaisse pour que Kalen puisse marcher dessus. Bien que Francesca lui ait dit de ne pas le tester plus d'une fois. Il ne l'avait pas fait. Le vent descendait des montagnes, comme une lame. Mais à l'intérieur, les murs tenaient bon. Un matin, quand la neige s'adoucit en poudre, et que le ciel brillait clair et tranchant, Kalen revint de la propriété Ranchow, avec un petit paquet, enveloppé dans une toile cirée. Il frappa ses bottes pour enlever la neige, posa le paquet sur la table, et déroula son écharpe. Francesca leva les yeux du grand livre, qu'elle équilibrait près du poêle. « Plus de clous ?»« Non, » dit-il. Il enleva ses gants. « Autre chose. » Elle attendit. Il ouvrit soigneusement le tissu. Une paire de gants de cuir usé apparut.
et un dé à coudre en laiton. Un petit kit de couture était niché entre eux. « J'ai trouvé ça dans la boîte des objets trouvés chez Apple, dit-il. Madame Ranchow a dit qu'ils étaient là depuis des années. Personne ne les a réclamés. » Francesca prit le dé. C'est une incrustation de nacre. J'ai pensé que tu pourrais l'utiliser pour la courte pointe que tu assembles. Elle passa son pouce sur la courbe. Tu remarques tout, n'est-ce pas? Il haussa les épaules. Seulement toi. Elle plia les gants, les posa à côté de la boîte. Tu n'as rien apporté pour toi. Je n'ai besoin de rien. Tu portes toujours des chemises avec des boutons manquants. Il s'appuya contre le mur. L'observa. Je pensais, si je les laisse assez longtemps comme ça, tu continuerais à les coudre. Je pourrais les coudre complètement fermés. Il sourit. Je les porterai quand même. Elle se retourna vers le grand livre. Mais ses lèvres se courbèrent légèrement. Cet après-midi-là, elle le trouva dans la cave à légumes. Il inventoriait les derniers haricots et courges en conserve. Il leva un pot triomphalement. « Je pense qu'on peut tenir jusqu'aux plantations, » dit-il. « Si on rationne les haricots, on n'aura peut-être pas besoin d'échanger pour en avoir plus. » Francesca prit le pot de sa main. « Nous planterons des rangées doubles ce printemps. Nous avons l'espace. » Je pensais, dit-il. Il essuya la poussière de ses manches. À construire un deuxième poulailler. Si nous élevons plus de poules, tu pourrais vendre des œufs en ville à nouveau. Elle posa le pot. Je n'ai plus besoin de la ville, comme avant. Je sais, dit-il. Mais tu aimes la promenade. Et le commerçant demande toujours, après tes betteraves marinées. Elle le considéra. Tu te souviens de tout, ce que j'ai jamais mentionné. J'essaie. Elle s'approcha, posa sa main sur son cœur. Alors souviens-toi de ça, je n'ai pas besoin d'un plus grand poulailler. Ou plus de pots. Ou même la ville. Je veux juste que tu sois là à la fin de la journée. C'est tout. Il amena sa main à la sienne. Tu m'as. Cette nuit-là, ils s'assirent à table, avec un pot de bouillie d'orge entre eux. Le feu bas et régulier. Francesca tendit la main dans le tiroir. Sortit une lettre pliée. Elle est arrivée hier, dit-elle, de ma nièce. Il posa la cuillère. Bonne nouvelle. Elle déménage à Boston. Dit que la ville est trop bruyante pour elle. Mais le travail de son mari l'exige. Il attendit. Elle a offert à nouveau. Dit qu'il y aurait assez de place pour moi, si jamais je me lasse du froid et du silence. Ses yeux cherchèrent les siens. Veux-tu y aller? Elle secoua la tête. J'ai déjà trouvé ce que je cherchais. Il tendit la main sur la table. Prit la sienne. Veux-tu m'épouser, Francesca? Elle regarda leurs mains jointes. Rugueuses et chaudes et réelles. Oui. Ils se marièrent 2 semaines plus tard, dans la petite église de bois sur la colline. La neige n'avait pas encore fondu, mais le ciel s'était adouci, et l'air laissait présager le dégel. Myriam apporta du pain frais, et le vieux monsieur Tillet porta un pichet de cidre. Les gens de la ville vinrent tranquillement, respectueusement, et personne ne chuchota. Calène portait une chemise propre, avec chaque bouton cousu. Francesca portait un châle vert qui avait appartenu à sa mère, et des fleurs épinglées dans sa tresse. Des crocus précoces, cueillis au bord du ruisseau qui dégelait. Ils échangèrent leurs vœux sans fanfare. Pas de discours, pas de grandes déclarations. Juste sa main, enveloppant la sienne. Sa voix ferme et sûre. Après, ils marchèrent ensemble vers la maison. La neige craquait sous leurs bottes. Un faucon passa au-dessus, silencieux et brillant, contre le ciel pâle. À l'intérieur, le foyer brûlait bas. 2 tasses étaient chaudes sur la table. Calène enleva son manteau, accrocha le sien à côté. Il se tourna vers elle. « C'est à toi maintenant, tu sais, cet endroit, cette vie. » Elle entra dans ses bras. « À nous. » Dans les saisons qui suivirent, ils plantèrent de nouvelles rangées. Il construisit une balançoire sous le peuplier et un banc près du ruisseau. Elle fit des conserves de framboises du début de l'été. Et il lui lisait à haute voix les soirs tranquilles. Sa voix un courant régulier, à travers les crépuscules. Ils ne parlèrent plus jamais de solitude. Les enfants venaient maintenant à la maison. De temps en temps, des nièces, des filles du voisinage, des garçons curieux de la ville, attirés par l'odeur de la cuisson ou la promesse d'histoire.
Francesca leur apprenait comment enfiler des aiguilles et déterrer des carottes. Callen leur montrait comment réparer une clôture sans gaspiller un clou. Chaque nuit, ils retournaient à la même chambre, au même lit, à la même chaleur, n'attendant plus quelque chose de plus, ne regardant plus en arrière. Le monde extérieur continuait de tourner. Guerre et chemin de fer, télégrammes et villes. Mais sur ce morceau de terre du Montana, le temps bougeait plus lentement, plus régulièrement, comme s'il avait aussi trouvé ce qu'il cherchait. Et dans le silence entre l'hiver et le printemps, dans le calme juste avant l'aube, Francesca s'allongeait parfois avec sa main sur la poitrine de Callen. Elle écoutait le rythme d'une vie qui était enfin rentrée chez elle.